Juste une courte petit point où je voulais rebondir sur la présentation de Gilles Babinet. En fait, je pense vraiment que c'est effectivement une transformation anthropologique. Et je peux vous dire que venant d'un univers très conservateur, blouse blanche, où on vous appelle docteur sans arrêt et où vous faites des présentations en anglais avec des PowerPoint comme les gens qui font de la science ou des maths, etc., on peut passer dans un univers qui est complètement différent. Et c'est ce que j'ai choisi de faire, puisque après avoir fait une première expérience de recherche avec des pipettes, des souris, injecter des tumeurs aux souris, essayer de les traiter et voir si ça marche ou pas. En fait, je me suis dit, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je voudrais plonger dans le big data. Et donc, mon boss, Gustave Roussy, m'a dit, qui est le professeur Jean-Charles Soria, m'a dit, très bien, je connais très bien un labo à Seattle qui fait du big data, grosso modo. C'est une très bonne idée, Steve Friend. Donc j'y suis allé, été immergé dans un univers que des postdocs qui sortaient de computer science enfin c'est ceux qui sont échappés de Columbia, Stanford et compagnie et qui au lieu d'aller dans les salles de marché ou au lieu d'aller en computer science chez IBM, Google et Facebook en fait, se sont dit finalement on va aller dans la santé. Et finalement le premier jour en anglais à côté de moi j'avais mon co-postdoc coréen qui parlait au bout de 10 ans pas beaucoup d'anglais mais qui était très fort en maths et qui m'a dit vas-y man to the server. Je la refaire en couleur parce que moi je connaissais rien du tout à tout ça et au bout de 2 ans je postais mes jobs sur EC2 sur Amazon et je programmais en R et en Python, ce que je fais toujours. Donc vous voyez que la transformation est en marche. Alors par contre, mon univers aujourd'hui, ça va vous faire un peu moins sourire, mais c'est le mien aujourd'hui. J'ai choisi de faire de l'oncologie, de la cancérologie. Et la cancérologie, dans la cancérologie, je m'occupe de particulièrement la chimiothérapie. Donc c'est tous les malades qui ont des maladies qui sont métastatiques. Et le malade typique que je vois aujourd'hui, je m'occupe beaucoup de cancer du côlon, qui est quand même 40 000 personnes qui meurent en France. Et aujourd'hui, mes malades ont une médiane de survie d'à peu près 3 ans. Donc là, ça fait redescendre un peu le niveau émotionnel de la salle. Je suis désolé, mais c'est ma vraie vie. Et donc, en fait, ces challenges nous poussent à faire mieux. Et on ne peut pas se contenter, effectivement, de gains incrémentaux de 2-3 mois à chaque fois au prix de 600 malades ou 1000 malades qu'on injecte dans les essais cliniques. Et donc, en fait, comment est-ce qu'on peut faire tout ça ? Moi, je crois fermement, effectivement, que la révolution digitale est quelque chose qui nous pousse à faire beaucoup mieux et est vraiment un levier de croissance pour faire mieux en santé, faire mieux pour les malades, gagner de l'argent, parce qu'il y a des vrais business à faire, et surtout en perdre beaucoup moins. Et ça, il y a 2 choses qui changent profondément, il me semble. C'est d'abord le fait, l'environnement qui est en train de changer complètement avec une interaction qui est complètement différente entre le système de soins, le producteur de soins traditionnel et le patient, et même pas le patient, le citoyen, c'est-à-dire celui qui n'est pas malade et qui veut interagir avec le système de soins. Et la deuxième chose, c'est tout ce qui est effectivement tout ce qui est analyse prédictive, machine learning et utilisation du big data. Donc premièrement, en fait, tout ce qui est relation avec le système de soins, on est clairement, quand j'ai fait mes études de médecine, on nous disait déjà, on est dans l'ère post-VIH. En fait, le VIH en santé publique, ça a été le grand traumatisme français. Et c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, ACT UP qui a été pionnier là-dedans. Et ceux qui ont vu l'année dernière le film Dollars Buyers Club, où les patients prennent en main complètement le système de santé et sont complètement des disrupteurs du système de santé traditionnel et trouvent vraiment des solutions qu'on n'avait jamais. Et donc aujourd'hui, en fait, pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est qu'on se retrouve en cancérologie ou dans les maladies neurodégénératives, le Parkinson, l'Alzheimer, les dépressions, schizophrénie et compagnie, on se retrouve dans des situations un peu pareilles où en fait on a en santé une grosse black box. La black box, c'est tout ce qu'il y a entre le système de soins et le patient. C'est-à-dire que ces deux-là sont connectés aujourd'hui seulement, quasiment, ou étaient connectés seulement quand ils se voyaient l'un à l'autre dans ce qu'on appelle le colloque singulier avec le patient. Autrement dit, quand vous allez voir votre médecin, qu'il soit ophtalmo ou généraliste, en consultation. Et en fait, aujourd'hui, on a toute une foule, un panel de besoins, nous, au quotidien. Et moi, je pousse beaucoup dans mon institution
à Gustave Roussy pour tout ça, mais qu'on n'a pas encore, mais il faut continuer à taper à la porte, pour tout ce qui est augmenter l'interaction. Je vous fais juste un panel des besoins qu'on a, et à chaque fois, c'est des outils qui nous amènent de la donnée supplémentaire et qui génèrent une amélioration des soins et qui génèrent ensuite plus de données à analyser. Et donc, c'est une meilleure efficience du système. On a besoin d'outils de gestion d'agenda. On commence à avoir des plateformes aujourd'hui, des belles startups comme Doctolib en France ou ZocDoc aux États-Unis, qui permettent de prendre des agendas en ligne. Et on se rend compte qu'en fait, de manière assez singulière, il y a un vrai gain en santé publique, puisque des gens à peu près probablement bien portants comme vous et moi, en fait, on n'a pas envie d'aller chez le médecin comme on allait acheter son billet à la SNCF dans les années 80. On est tous nés, je pense, dans les années 80 ou avant. Et en fait, dans les années 80, on allait au guichet acheter son billet de train. Moi, j'ai envie d'aller chez mon dermatologue en prenant rendez-vous à 2h du mat, parce que je bosse un peu avant, et donc de pouvoir le faire en ligne quand je veux. Et ça ramène de la donnée, puisqu'on peut géolocaliser les gens, etc. aussi. Ensuite, il y a tout ce qui est la constitution du dossier médical. On perd énormément de temps en santé à constituer un dossier médical. Tout ce qui est environnement Facebook, bien entendu, mais le patient lui-même pourrait nous donner les pièces médicales directement, autrement que par papier récupéré par la secrétaire, perte d'informations, etc. Tout ça, ça augmente la performance. Ensuite, il y a tout ce qui est consultation du dossier médical. On est dans un système qui est encore très paternaliste, où on n'ose pas, il y a énormément de communautés médicales qui n'osent pas donner les dossiers aux patients. Or, c'est la loi. La loi nous oblige à pouvoir donner les dossiers médicaux quasiment dans leur entièreté à pouvoir consulter, et donc on pourrait imaginer des solutions en ligne. Ça, c'est relativement old school, ce que je vous ai présenté. Par contre, on va passer à des choses bien plus sexy, il me semble, comme tout ce qui est interaction. Interaction, il y a les maladies chroniques, mais il y a aussi tout ce qui est les épidémies. Quand on parle avec des gens aux États-Unis comme Patrick Meyer, qui est un espèce de gourou de ça, il a développé des API sur Twitter pour gérer les épidémies en Afrique ou les tremblements de terre aux Philippines, et on se rend compte qu'on arrive à déplacer de manière focale l'aide humanitaire urgente dans ces endroits-là, rien que parce que les gens ont encore Twitter, mais non plus les landlines de téléphone classiques ou les systèmes d'ADSL classiques. Donc ça permet d'anticiper beaucoup de choses, et bien entendu, il y a toute la révolution avec tous les objets connectés. Dans les objets connectés, ça n'est pas seulement les Fitband que beaucoup de gens ont, mais c'est aussi, par exemple, le papy qui a un Parkinson. On va pouvoir, grâce à un smartphone, il va parler dans une solution digitale, et on va pouvoir mesurer sa voix. Tout ça est transmis à un serveur qui analyse sa voix comme du machine learning, et permet de détecter s'il est en train de faire une aggravation de son Parkinson ou si c'est quelque chose de stable. Par contre, moi, je pense fermement que la révolution là-dedans, c'est pas seulement, et c'est pas vraiment le diagnostic. Pour moi, c'est vraiment tout ce qui est le traitement, le suivi et le pronostic. Pronosticain, en grec, ça veut dire prédire. Et effectivement, tout le boulot du médecin, ce que j'enseigne aux étudiants, c'est vraiment le job de base, c'est pouvoir prédire, savoir si le patient va rester aux urgences ou si on va l'hospitaliser, savoir si ce patient-là, il va vivre pendant encore 5 ans et avec une maladie qui est lente, ou s'il va mourir d'une maladie qui est très agressive. Savoir s'il va pouvoir répondre à tel type de traitement A ou tel type de traitement B. Et on est dans une époque formidable, parce que j'ai commencé mon internat, donc je suis né en cancérologie en quelque sorte, en 2005. Et en 2005, on avait les vieilles chimiothérapies. Aujourd'hui, on a à peu près une centaine ou 200 différentes thérapies ciblées, qui nous offrent beaucoup plus de possibilités, et donc beaucoup plus de matching. Dans tout ça, on a effectivement une grosse source d'information qui est la génomique. Et c'est en fait une grosse partie de mon boulot aujourd'hui. Et comme le disait Gilles Babinet, en fait, moi, je crois fermement que le Human Genome Project, dont vous avez fait référence tout à l'heure, c'est vraiment l'événement scientifique majeur de notre génération. Quand je parle avec mes grands-parents qui sortaient de la guerre et qui ont fait des trucs sont toutes pas mal, je me dis, je leur demande quel était l'événement scientifique, ils me disent c'est la fusée sur la Lune, Yuri Gagarin et tout ça.
c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps, ma fille m'a dessiné Rosetta et Philae, elle a 5 ans. Je me disais, bon, est-ce que c'est ça l'événement scientifique pour elle? En tout cas, pour moi, je me souviens très bien de Claire Chazal et de PPDA qui nous sortaient année après année, parce que ça a duré quand même une dizaine d'années, entre 1994 et 2003, les résultats du Human Genome Project. Et effectivement, aujourd'hui, on a une démocratisation des coûts. À Gustave-Roussy, en routine, on a 5 essais cliniques où on teste les stratégies, puisqu'en médecine, il faut tester en temps réel ce qu'on fait pour pouvoir ensuite implémenter en pratique les nouvelles stratégies. Et on a 3 essais cliniques matures où on va bientôt présenter les résultats où certains ont déjà été présentés, de 500 à 1000 patients sur lesquels à chaque fois on a fait une biopsie de la tumeur, de votre maladie au temps T, pas de la maladie il y a 25 ans, enfin d'il y a 5 ans, la maladie de maintenant, et à chaque fois on les a passés avec des solutions génomiques de plus en plus extensives, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on fait le séquençage de l'exome complet dans un temps cliniquement acceptable, c'est-à-dire que le patient vient en consultation et que entre le moment où on fait la biopsie et le moment où on a la décision de traitement, il se passe 15 jours. Effectivement, aujourd'hui, quand on va chez Illumina, qui est le principal fournisseur de whole exome sequencing ou de whole genome sequencing, c'est surtout le whole exome sequencing qui est utilisé dans la médecine pour l'instant, parce que le whole genome sequencing, on ne comprend pas trop. C'est 72 heures et c'est 1000 $ à 500 $ aujourd'hui, effectivement, comme vous disiez. L'autre chose, c'est qu'on a des formats de données qui sont complètement différents. Et ces formats de données, ils sont complètement différents, assez propres à la médecine, il me semble, et complètement différents, en tout cas, des environnements qui se passent chez Google ou Facebook, où on a, nous, un problème très particulier en maths, qui est qu'on a énormément de variables. On a le problème du large P, small n, c'est-à-dire qu'on a énormément de variables dans nos matrices. On a des matrices qui font à peu près 1 million facilement de lignes par entité, et quand on a 200, 300, 400 patients, on est très content. Donc ça nous pose énormément de problèmes. On peut utiliser, bien entendu, plein de méthodes comme Random Forest, la SICNet et compagnie, mais c'est des choses qu'on n'arrive toujours pas très bien aujourd'hui à dominer. Il n'y a pas de méthode dimension de réduction de matrice qui semble émerger comme supérieure l'une par rapport à l'autre, et tout ça reste quand même assez difficile. On a d'autres soucis qui est tout ce qui est évidemment protection des données et domaine légal qui pose des problèmes, puisque quand on est éduqué dans le fief d'Amazon à Seattle, et quand on rentre en France et qu'on voit que ça coûte beaucoup plus cher de poster un job sur un provider français, et que ça coûte plus cher et moins rapide et parfois moins fiable de stocker, etc., c'est quand même assez difficile, et on a des contraintes en recherche financières qui sont pas toujours faciles. Même si on a des providers qui veulent nous offrir gratuitement leurs solutions aujourd'hui, ça nous fait poser beaucoup de questions en tout cas. On a des soucis en termes de stratégie de recherche, et ça nous pose aussi d'autres soucis. C'est qu'en fait, on est passé, c'est une vraie rupture, puisqu'on est passé d'un monde en fait où on avait développé toute une série de techniques et de technologies où on posait une question à chaque fois. On faisait des Western blots. Les Western blots, en fait, c'était classiquement, on met un extrait des protéines et on ajoute des anticorps qui sont marqués, et on essaie de détecter entre une condition A et une condition B si l'anticorps, la protéine est présente ou elle n'était pas présente. Dans ce système-là, en fait, d'abord on reproduit toujours les mêmes questions, puisque un nombre limité d'anticorps, et puis les publications font qu'à chaque fois il y a une direction qui est quasiment toujours la même qui est prise, donc moins de foisonnement intellectuel, mais surtout en fait on ne se pose pas du tout la même question, puisque dans ces systèmes-là on ne trouve que ce qu'on cherche. Et maintenant on est dans un système complètement différent, puisque les données sont réutilisables, on a des millions de variables qui sont analysées à chaque fois, et en plus on ne sait pas ce qu'on va trouver et on ne sait pas ce qu'on cherche. Donc, ce qui fait que c'est vraiment très compliqué, quoi. Mais bon, on avance. Il y a un autre souci qui est très très important. Je vous place un peu les différentes milestones de ce qu'on rencontre au quotidien, qui est tout ce qui est
reproducibilité et accessibilité. C'est deux choses qui sont complètement différentes. La reproducibilité, c'est quelque chose qui peut faire très très mal. L'université qui était à la pointe dans le monde dans les années, fin des années 90, plutôt début des années 2000, dans le monde, dans tout ce qui est génomique, c'était Duke University en North Carolina, sur la côte est des États-Unis. Il y a eu un gros problème, c'est qu'en recherche, la compétition, elle est très très féroce. Comme vous, j'imagine, mais il y a un mec qui était dans cette université-là et qui était une rising star et qui a mal supporté cette compétition et tout ça, et qui a commencé à truquer un peu ces données, pensant que effectivement personne n'y connaissait rien dans l'environnement, aucun médecin. Les statisticiens qui avant designaient nos essais cliniques en fait étaient dépassés puisque c'est pas du tout la même technologie. Et donc ils commençaient à publier dans Nature Medicine, dans New England Journal of Medicine pour ceux qui connaissent, etc. Et tout ça. Tout ça c'est dans des journaux prestigieux. Et donc l'université a commencé à gagner des grants de 10 millions, 20 millions, 30 millions de dollars. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à implémenter des essais cliniques, donc à tester chez des vrais patients l'impact de ses prédictions à lui, quoi. Sauf que, bon, on s'est aperçu que ce gars, sur des multiples travaux, avait grugé. Et donc ça a jeté l'opprobre sur toute la communauté. Et donc ça, c'est très mauvais. Mais ça a eu un effet adverse qui est la formation des gens comme moi qui se sont dit, en fait, il faut qu'on s'y plonge dedans parce que si cette révolution, on ne rentre pas dedans, en fait, elle se fera sans nous. Et à tel point que ce qui me semble, quand je vous dis qu'elle se fera sans nous, un exemple qui s'est fait sans nous complètement, c'est 23andMe. C'est ce qui s'est passé à Boston, financé à moitié par Google pour des raisons un peu gossip. Mais en fait, ils ont quand même réussi à déployer 500 000 profils génomiques. Enfin, c'est très basique, mais 500 000, pour essayer de prédire l'occurrence de maladies, un large panel de maladies, pour $100 par personne, mais pas seulement prédire l'occurrence des maladies, aussi l'appartenance ethnique. Tout ça dans des conditions qui étaient très questionnables. Et ce qui est questionnable là-dessus, et c'est peut-être ça la vision holistique qui nous rassemble tous ici et qui est, je pense, vraiment primordiale, c'est qu'en fait, moi je me suis retrouvé typiquement dans mon laboratoire avec une cadre du labo qui était juive ashkénaze, émigrée de Norvège, avait rencontré son mari à moitié perse, à moitié je sais plus quoi, à Seattle. Et donc elle a fait ça à son mari, à ses enfants et tout ça sans leur demander, limite les voisins, des amis, une espèce de culture libertaire, et tout ça. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, avec les événements récents où on se pose des questions sur tout ce qui est appartenance ethnique et tout ça, c'est des choses qui feraient frémir. Et puis surtout, la prédiction de ces résultats est complètement questionnable. Il y a eu des articles dans Science qui sont parus sur le sujet et qui étaient assez dévastateurs pour leurs résultats. Mais en fait, c'est pas ça que la FDA a pris en compte. La FDA a pris en compte pour arrêter le process. La FDA leur a dit, en fait, vous vous substituez au système de soins et vous envoyez les résultats limite... un petit tableau de bord, hein. Vous êtes plus Parkinson, ou vous êtes plus cancer de la prostate, un peu de diabète. C'était assez large. Et les gens allaient chercher leur Sun Magazine et en même temps, ils retrouvaient leur 23andMe. Et là, la sanction était un peu différente. Est-ce que je peux vous inviter juste à conclure parce que le temps c'est la toute dernière chose. Merci. En fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, mes deux derniers points, c'est que je pense que les deux derniers points éthiques, c'est qu'on a une grande concentration des centres qui font tout ça, parce que ça demande une organisation, un savoir-faire, une expertise à plein de niveaux. Donc il ne faut pas qu'il y ait trop de leftover. Il faut qu'on arrive à avoir un système où le patient qui est à Maubeuge, Valenciennes, Perpignan, Draguignan, etc., arrive à pouvoir bénéficier des mêmes avantages dans le système de soins. Ce n'est pas une vision communiste, c'est une vision basique de la médecine, sinon on n'y arrivera pas. Et ensuite, il faut qu'on arrive à faire des choses ensemble. Il ne faut pas que ce soit non plus que data-driven only à la sauce 23andMe. Et je pense qu'il y a moyen que ce soit tout à fait optimiste là-dessus. Merci. Merci.